Personne ne miserait jamais sur eux. Un jeune couple se marie, ils ne possédaient rien, mais ils avaient quelque chose que personne ne pouvait leur voler. La rage silencieuse de ceux qui refusent de mourir pauvres. Leur histoire commence dans une petite pièce qui sentait la poussière, la chaleur étouffante et les rêves écrasés. Binta et Malik vivaient là, au milieu du chaos. Un matelas posé à même le sol, une ampoule nue qui clignotait au-dessus de leur tête, et un ventilateur qui, chaque nuit, semblait rendre son dernier souffle. Leur mariage? Tout le monde l'appelait une erreur. Les voisins, les amis, même la famille murmuraient dans leur dos. Deux pauvres ensemble, ça fait seulement 2 fois plus de misère. On leur prédisait un avenir sombre, une chute inévitable dans les abysses de la pauvreté. Mais eux, ils s'aimaient. Pas d'un amour de conte de fées, mais d'un amour têtu, viscéral. Un amour qui n'avait pas besoin de mots pour exister, qui ne demandait aucune explication. C'était un pacte silencieux entre deux âmes, une promesse murmurée dans l'obscurité. On va s'en sortir, même si on doit casser le monde pour y arriver. Leur quotidien était une bataille. Chaque matin, avant que le soleil ne frappe trop fort, Malik démarrait sa vieille moto pour aller faire des livraisons. Il sillonnait la ville, avalant des kilomètres et de la poussière, le dos courbé sous le poids des colis et des attentes. Chaque soir, c'était au tour de Binta. Elle installait sa petite table au coin de la rue, dans la poussière rouge soulevée par les voitures, et vendait ses jus glacés faits maison. Une lueur d'espoir dans des sachets en plastique. Ils étaient épuisés, leur corps criait fatigue, leurs poches étaient vides, mais leurs esprits étaient alignés, comme deux guerriers se tenant dos à dos, prêts à affronter n'importe quel ennemi. Puis, comme si la vie voulait tester les limites de leur résistance, les coups du destin ont commencé à pleuvoir. D'abord, une lettre glissée sous la porte. Le propriétaire, sans le moindre état d'âme, annonçait une augmentation du loyer. Une somme qui leur paraissait insurmontable, comme une montagne de plus à gravir. Quelques jours plus tard, la moto de Malik, leur seul outil de travail, leur unique source de revenus, est tombée en panne. Le moteur a toussé une dernière fois avant de se taire, définitivement. La réparation coûtait une fortune qu'ils n'avaient pas. Et comme si ça ne suffisait pas, le téléphone a sonné. C'était le père de Binta. Sa voix était lourde de reproches et d'inquiétude. Il la suppliait, la conjurait d'abandonner ce mariage. « Il te tue, ma fille. Ce garçon ne t'apportera que du malheur. Reviens à la maison. » Chaque mot était un poignard dans le cœur de Binta. Elle aimait son père, mais elle aimait aussi son mari. Choisir, c'était trahir. Le ciel semblait pleurer avec eux. Un soir, alors qu'une pluie torrentielle s'abattait sur la ville, transformant les rues en rivières de boue, Malik était rentré plus tard que d'habitude. Binta l'attendait, le cœur serré par une angoisse inexplicable. Puis, l'appel qu'on redoute tous. Un voisin. C'est Malik. Il a eu un accident. Un chauffard ivre. Une intersection mal éclairée. Une moto brisée en 1000 morceaux. Et un futur incertain, suspendu à un fil. À l'hôpital, l'odeur d'antiseptique et de peur flottait dans l'air. Binta a vu son mari, allongé sur un lit, inconscient. Son souffle était faible, presque imperceptible. Des machines bipaient autour de lui, un son strident qui rythmait l'attente insoutenable. Le médecin est sorti de la chambre, le visage grave. Il a posé une main sur l'épaule de Binta et a prononcé les mots qu'aucune femme ne veut entendre. « On fera tout ce qu'on peut, mais préparez-vous au pire. » Ce jour-là, sous les néons froids de l'hôpital, quelque chose est mort en Binta. La naïveté, l'espoir facile, la jeune fille qui croyait encore que l'amour suffisait. Mais dans les cendres de cette mort, quelque chose d'autre est né. Une force sombre, froide, implacable. Une détermination de fer. Elle est sortie de l'hôpital et a marché sous la pluie qui continuait de tomber. Elle a regardé la ville, ses lumières scintillantes, ses promesses de richesse qui n'étaient que des mensonges pour des gens comme eux. Et là, seule au milieu du vacarme du monde, elle a fait un serment. Un serment silencieux, mais plus puissant que n'importe quel cri. Plus jamais la misère ne décidera à ma place. Plus jamais je ne serai une victime. Ce n'était plus une question de survie.
C'était devenu une question de conquête. Le monde avait essayé de les écraser, mais ils venaient de créer un monstre. Un monstre de résilience et d'ambition. L'histoire de Binta et Malik ne faisait que commencer. Et la suite, personne ne pouvait l'imaginer. Quand une femme décide de porter un empire sur ses épaules, rien, ni Dieu, ni les hommes, ne peut l'arrêter. La guérison de Malik est lente, longue, douloureuse. Il ne peut plus livrer. Il ne peut plus porter. Il ne peut plus marcher longtemps. Alors Binta prend tout sur elle. Le commerce de jus, elle le transforme. Elle crée une petite marque, une couleur, un symbole. Sur son vieux téléphone, elle apprend les bases du marketing. Elle regarde des vidéos, lit des articles, observe les grandes marques. Elle comprend que pour vendre plus, il ne suffit pas d'avoir un bon produit, il faut raconter une histoire. Son histoire, c'est celle de la fraîcheur, de la tradition, de l'énergie. Elle crée un logo simple mais reconnaissable, une mangue stylisée avec une couronne. Elle nomme sa marque, le Nectar des Rois. Un nom audacieux, presque arrogant, mais qui marque les esprits. Elle commence par créer un réseau de vendeuses dans 3 quartiers. Elle ne recrute pas au hasard. Elle choisit des femmes comme elle, des mères de famille, des jeunes filles pleines d'ambition qui cherchent une opportunité. Elle ne leur offre pas seulement un travail, elle leur offre une part du rêve. Elle les forme, les motive, leur apprend à vendre, à sourire, à fidéliser la clientèle. Puis le réseau s'étend à 5 quartiers. Puis 10. Les voisines qui la regardaient avec pitié n'en reviennent pas. La petite vendeuse de jus qui suait sous le soleil brûlant est devenue une stratège. Elle ne court plus après les clients, ce sont les clients qui la cherchent. Elle organise des dégustations, des petites promotions, des jeux concours sur les réseaux sociaux embryonnaires de la ville. Chaque bouteille vendue n'est pas seulement un revenu, c'est une victoire. Une victoire contre la pauvreté, contre le destin, contre ceux qui pensaient qu'elle ne serait jamais rien d'autre qu'une femme soumise. Pendant ce temps, le couple se reconstruit, lentement. Leur relation se forge dans l'épreuve, cimentée par une loyauté que l'argent ne peut pas acheter. Malik, cloué au lit, observe sa femme avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Il la voit se lever avant l'aube et se coucher bien après minuit. Il voit la fatigue sur son visage mais aussi une lueur nouvelle dans ses yeux. Une lueur de détermination, presque de férocité. Il est fier, terriblement fier, mais il a aussi peur de la perdre, peur que cette nouvelle force ne la change à jamais. Quand Malik guérit suffisamment pour se remettre sur pied, il ne reconnaît plus tout à fait sa femme. Physiquement, c'est la même Binta. Mais son regard a changé. Il est plus dur, plus perçant. Ses mots sont plus pesés, ses décisions plus rapides. Elle est devenue plus forte, mais aussi plus froide, plus calculatrice. Elle a appris à penser avec sa tête, plus seulement avec son cœur. L'épreuve l'a transformée. La survie l'a endurcie. Un soir, alors qu'il compte les recettes de la semaine, une somme qu'il n'aurait jamais imaginé gagner en un mois, il lui prend la main. Il sent les callosités formées par des heures de travail. Il la regarde et lui dit, la voix brisée par l'émotion, « Tu as tout porté sur tes épaules. Je suis désolé. » Binta le regarde droit dans les yeux, sans une larme, mais avec une intensité qui le transperce. Elle lui dit, « Tu t'es battu pour nous. Tu as failli y laisser ta peau. Maintenant, c'est mon tour. » Ce n'est plus une promesse, c'est un serment. Ensemble, ils décident de voir plus grand. Le commerce de rue ne suffit plus. Ils utilisent leurs premières économies pour louer un petit local, à peine plus grand qu'une chambre. Ils achètent du matériel d'occasion et lancent une petite usine artisanale. C'est rudimentaire, mais c'est à eux. Ils peuvent produire plus, beaucoup plus. Puis, ils mettent en place un service de livraison. Malik, enfin remis, ne porte plus de charges lourdes, mais il supervise les livreurs, optimise les trajets. Il est le tacticien du terrain, elle est la stratège du développement. Il crée même une petite application locale, simple, basique, mais révolutionnaire pour leur marché. Commander, le Nectar des Rois, devient un jeu d'enfant. Les premiers vrais profits arrivent. Pas de quoi s'acheter un palais, mais assez pour manger à leur faim, soigner leur famille, et surtout, réinvestir. Mais avec le succès, les premiers ennemis apparaissent aussi. Le monde des affaires, même à petite échelle, est une jungle. Un ancien commerçant du marché, jaloux de leur ascension fulgurante, tente de saboter leur entreprise. Il répand de fausses rumeurs sur l'hygiène de leur jus, il essaie de débaucher leurs vendeuses. Puis, un inspecteur des services d'hygiène, le regard avide, tente de les faire fermer, espérant un pot de vin pour fermer les yeux. Il brandit des réglementations obscures, des menaces voilées. C'est un jeu dangereux. Céder, c'est ouvrir la porte à tous les prédateurs.
Refuser, c'est risquer de tout perdre. L'ancienne Binta aurait paniqué, pleuré, prié. La nouvelle Binta, non. Elle ne recule plus. Face aux concurrents jaloux, elle ne répond pas par la rumeur mais par la qualité. Elle organise une journée portes ouvertes dans leur petit atelier, invitant les clients à voir de leurs propres yeux la propreté de leurs installations. La manœuvre est un succès. La confiance des clients est renforcée. Face à l'inspecteur corrompu, elle ne cède pas. Elle a passé des nuits à étudier la loi, les règlements. Elle l'accueille avec un dossier parfaitement en ordre, chaque papier à sa place. Elle lui sourit poliment et lui explique qu'elle a déjà contacté son supérieur hiérarchique pour l'informer de sa visite d'inspection préventive. L'inspecteur, décontenancé, repart la queue entre les jambes. Un riche concurrent, propriétaire d'une chaîne de supérettes, les convoque. Il leur propose de racheter leur marque pour une bouchée de pain. Face à leur refus, il les menace ouvertement. Il contrôle les circuits de distribution, il peut les écraser comme des insectes. Binta l'écoute sans ciller. Quand il a fini son monologue arrogant, elle lui répond d'une voix calme, « Vous avez l'argent et le pouvoir. Nous avons le cœur des gens. Voyons qui gagnera. » Elle négocie, elle manipule, elle anticipe. Chaque attaque la rend plus forte, chaque obstacle la rend plus intelligente. Elle apprend à se battre sur leur terrain, avec leurs armes. Elle gagne. Chaque victoire est amère mais nécessaire. Un soir, épuisée mais triomphante, elle se tourne vers Malik et lui dit « Ils nous ont sous-estimés. Tous. Ils ont vu une petite vendeuse et un livreur blessés. Ils n'ont pas vu notre faim, notre rage de vaincre. Et c'est notre plus grande force. » Le couple grimpe. Lentement mais sûrement. Le petit atelier devient une petite usine. L'application locale. Ils avaient survécu à la misère. Ils avaient transformé le mépris en respect, la faim en ambition. Mais personne, absolument personne, ne survit au pouvoir sans en payer le prix. Et ça, Binta et Malik allaient bientôt l'apprendre, de la plus brutale des manières. 10 années se sont écoulées. Le temps a sculpté leur visage, mais il a surtout forgé leur destin. Regardez-les bien. Ce ne sont plus les jeunes maigres, aux vêtements usés, que tout le monde écrasait du regard. Aujourd'hui, ils sont plus riches que les familles qui les humiliaient. Plus puissants que les hommes qui riaient d'eux dans la rue. Plus respectés que ceux qui refusaient de les regarder en face, comme s'ils étaient invisibles. Ils dirigent un groupe multinational. Leurs noms sont synonymes de contrats, d'investissements, de terres, d'employés par milliers. Quand le nom Malik ou Binta apparaît sur un document ou dans une salle de réunion, un silence religieux s'installe. Ce n'est plus de la peur, c'est de la reconnaissance. La reconnaissance de la force. Ils ont construit un empire sur les ruines de leur propre passé. Mais la richesse, aussi immense soit-elle, n'efface pas le passé. Elle ne guérit pas les blessures. Au contraire, elle agit comme un projecteur, révélant les véritables intentions des gens, celles qui se cachaient dans l'ombre quand vous n'aviez rien. Et soudain, les fantômes du passé, les anciennes connaissances, réapparaissent comme des vautours attirés par le succès. Les messages affluent. « Je suis ton cousin, tu te souviens de moi ? On jouait ensemble quand on était petit. J'ai des problèmes, aide-moi. » Un autre, « Et Malik, mon ami. Tu me dois un service, je t'avais dépanné une fois il y a 15 ans. » Et puis les plus venimeux, « Binta, tu as tellement changé. Tu te crois supérieur maintenant, tu ne nous parles même plus. » Les voisins d'autrefois, ceux qui fermaient leurs portes à leur nez, veulent un emploi pour leurs enfants. Les politiciens, qui les ignoraient, veulent leur argent pour financer leur campagne. Les concurrents, qui les sous-estimaient, veulent leur chute, par tous les moyens. Ils sont au sommet, mais le sommet est une jungle encore plus dense et dangereuse que la rue. Et dans cette jungle de pouvoir, au milieu des complots et des jalousies, même leur couple, leur forteresse, commence à se fissurer. Ce n'est pas par manque d'amour. Non, l'amour est toujours là, intact, comme une flamme indestructible. Mais il est étouffé par une surcharge d'histoires, de blessures non dites, de souvenirs lourds comme des pierres. Le poids de la réussite est parfois plus lourd que celui de la misère. Un soir, la tension explose. Malik accuse Binta d'être devenue obsédée par la victoire, de ne plus voir que les chiffres, les contrats, l'expansion. Il lui reproche de s'être endurcie, d'avoir perdu une partie de sa douceur. Binta, le regard blessé mais fier, lui répond qu'il l'a souvent laissé seul dans la bataille. Que pendant qu'il rêvait d'un empire, c'est elle qui affrontait les ennemis, qui négociait jusqu'à l'épuisement,
qui encaissaient les coups pour deux. Leurs mots sont des armes, et pour la première fois, ils se blessent mutuellement. Le silence qui suit est plus assourdissant que n'importe quelle dispute. Sont-ils devenus des étrangers vivant sous le même toit doré? Et puis, comme si le destin voulait tester les limites de leur résistance, la véritable tempête arrive. Un adversaire puissant, jaloux de leur ascension fulgurante, lance une rumeur dévastatrice. Un scandale entièrement fabriqué, une fake news conçue pour faire exploser leur empire de l'intérieur. Des accusations graves, relayées par la presse, qui menacent de ruiner une décennie de sacrifices en quelques heures. Les téléphones sonnent, les partenaires s'inquiètent, les actions chutent. C'est le chaos. Cette nuit-là, au cœur de la crise, Binta et Malik se retrouvent face à face dans leur immense salon silencieux. Le monde extérieur est un ouragan, mais ici, le temps s'est arrêté. Ils sont fatigués, profondément blessés, par le monde et l'un par l'autre. Mais ils sont vivants. Et surtout, ils sont ensemble. Le silence est brisé par la voix de Binta, un murmure qui porte pourtant la force d'un cri de guerre. On a survécu à la honte, aux humiliations, au manque. On a survécu au regard des autres. Ce n'est pas maintenant qu'on va tomber. Pas à cause d'un menteur. Malik lève les yeux. Il voit dans le regard de Binta la même flamme qu'il avait vue 10 ans plus tôt, dans la poussière de leur quartier. La flamme de celle qui ne renonce jamais. Il pose sa main sur la sienne. Un contact simple, mais qui répare tout. Alors on se bat, dit-il. Comme avant. Toi et moi. Contre le monde entier s'il le faut. Et comme toujours, il gagne. La rumeur est démentie, l'adversaire est exposé, leur empire vacille mais ne tombe pas. Parce que deux âmes soudées par l'épreuve valent plus que 1000 ennemis et 1000 mensonges. Le lendemain, la nouvelle de leur victoire se répand dans leur quartier d'origine. Mais les réactions ne sont pas celles qu'on pourrait attendre. Au lieu des applaudissements, ce sont les murmures, encore et toujours. Ce n'est pas normal, c'est de la sorcellerie. Personne ne devient riche comme ça honnêtement. Un autre ajoute, s'ils ont réussi, c'est qu'ils avaient de la chance, c'est tout. Un troisième, plein d'amertume, moi aussi je serais riche si j'avais eu leurs opportunités. La jalousie est une prison que les gens se construisent eux-mêmes. Alors Binta fait quelque chose d'inattendu. Elle retourne là-bas, sur cette même place où on la traitait de moins que rien. Elle monte sur une simple caisse en bois, devant des centaines de jeunes qui la regardent avec un mélange de méfiance et d'admiration. Et sa voix, claire et puissante, coupe le silence. Vous parlez de chance? D'opportunité? Laissez-moi vous dire ce qu'on avait. On n'avait rien. Pas d'argent, pas de contact, pas de diplôme. On avait seulement deux choses, l'amour et la rage de vaincre. L'amour pour se soutenir quand l'un tombait, et la rage de se relever à chaque fois. Et ça suffit pour briser n'importe quel mur. Son discours se termine, et un tonnerre d'applaudissements éclate. Pour la première fois, ce ne sont pas des murmures, mais des acclamations. Les commentaires sous la vidéo de cette scène explosent. Respect total. Cette histoire ressemble tellement à la vraie vie. On veut la suite, on veut savoir comment ils ont fait. Alors dans la vie, retiens bien ceci. Le succès n'efface pas les cicatrices du passé, il les illumine pour montrer le chemin que tu as parcouru. Les gens, pour la plupart, n'applaudissent pas ta montée, ils attendent de voir si tu arrives au sommet pour te juger. Et si tu veux vraiment réussir, il y a une seule formule. Aime, travaille, persévère, même et surtout quand personne ne te regarde. Parce que ce qui crée un roi ou une reine, ce n'est ni l'argent, ni le pouvoir, ni la couronne. C'est la capacité de tenir bon quand tout s'effondre autour de toi. C'est ça, être un roi sans couronne. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous parle, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Et dites-moi en commentaire quelle est la plus grande bataille que vous ayez remportée. À très vite.